Binaire rétablir la confiance, leçon tirée de la Société canadienne du sang pour l'inclusion au travail, présentée par Fierté au travail Canada. Donc, si Quinn pourrait changer la diapo, s'il te plaît. Merci. Donc, vous voyez une belle image d'un événement récemment de Spark, en fait, à 2023, qui s'est passé au bureau de Toronto. Tu peux changer encore une fois, Quinn. Merci. Donc, avant toute chose, nous allons faire une reconnaissance territoriale. Donc, Fierté au travail Canada exerce ses activités sur des territoires traditionnels non cédés, volés ou visés par des traités appartenant à des centaines de différentes nations autochtones, parmi lesquelles comptent des personnes autochtones bispirituelles, LGBTQIA+. Si vous ne savez pas à quel territoire où vous travaillez, où vous vivez actuellement, consultez le www.nativeland.ca pour en savoir davantage. Donc, les bureaux de Fierté au travail Canada sont situés à Toronto, qui est visé par le traité numéro 13, signé avec Mississaugas de la Crédit, et traité Williams, signé avec plusieurs bandes de Mississauga et de Chippewa. Ces terres et ces eaux sont des foyers des territoires traditionnels Anishinaabe, Wendat, Chippewa, Haudenosaunee et la Première Nation Mississauga de la Crédit. Plus de 70 traités ont été signés entre le gouvernement du Canada et diverses nations autochtones. En tant qu'organisation nationale, nous appuyons et respectons ces traités. Dans un acte de réconciliation, nous appuyons également les initiatives autochtones nationales, telles que la souveraineté des terres, la protection des eaux et les questions relatives aux droits des personnes autochtones. Nous appuyons la Déclaration des droits des peuples autochtones et les Nations unies et nous efforçons d'autonomiser les peuples d'ES-LGBTQIA+, vivant sur des terres coloniales connues sous le nom de Canada. Et mon collègue Quinn vous a mis le lien de NativeLand dans le chat. Donc, si vous avez besoin de sous-titrage, le sous-titrage en français est disponible grâce à 3Media Play. Pour accéder ou masquer, vous avez juste besoin de cliquer en bas sous afficher les sous-titres, le petit carré où il est marqué CC. Donc, vous pouvez le démarrer, l'arrêter. Si jamais aussi, vous pouvez réduire la taille des sous-titres via la petite flèche qui se retrouve juste à côté. Également, Quinn va vous mettre un lien de Stream Text dans le chat pour la traduction français-anglais sous-titré. Donc, vous pouvez cliquer directement dessus. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à contacter Quinn dans le chat à ce niveau-là. Un webinaire Zoom pour les personnes qui ont déjà participé. Sachez que cette présentation aujourd'hui va être enregistrée puis va être ensuite disponible pour les fiers partenaires et les partenaires communautaires. Les caméras, les microphones, comme vous le voyez, sont déjà désactivés. Si jamais vous voulez discuter avec nous, vous êtes évidemment les bienvenus. Vous pouvez soit le faire dans le chat et à la fin du webinaire, il va y avoir une petite section de questions et réponses, donc Q&A. Vous pouvez cliquer dans le petit carré en bas pour indiquer directement vos questions. Également, dans le chat, si vous voulez écrire à une personne en particulier, vous pouvez sélectionner cette personne-là directement et seule la personne va pouvoir répondre à votre message. Encore une fois, si vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas à rejoindre Quinn dans le chat qui va pouvoir vous aider. Merci, Quinn. Pour les personnes qui ne connaissent pas Fierté au travail Canada, par l'intermédiaire de l'éducation, le leadership va inspirer les employeurs et promouvoir des milieux de travail qui célèbrent l'ensemble du personnel sans égard à leur expression de genre, identité de genre et leur orientation sexuelle. On contribue à la création d'environnements de travail plus sécuritaires, plus inclusifs, qui maximisent le potentiel du personnel tout en éliminant les obstacles à l'emploi. Les événements éducatifs, communautaires et de réseautage que nous présentons aux 4 coins du pays visent à célébrer les employeurs canadiens et donner l'occasion de faire connaissance. Fierté au travail Canada, c'est plus de 350 partenaires fiers. Vous voyez quelques logos ici de quelques entreprises. On a des partenaires d'entreprises privées comme du communautaire. Tout ça passe, comme on vient de le dire, par des événements, des activités aux 4 coins du Canada. Donc, l'image que vous voyez présentement, c'est une grande foule qui était au Pop Pride de Montréal chez Sidley en 2023. Et oui, également, on fait des recherches, des évaluations, des comparaisons, des publications. On a publié en 2023, dirigé avec fierté, les pratiques exemplaires pour l'avancement du leadership de SLGBTQIA+. Il y a encore plus de ressources sur notre site web, donc on vous invite à aller visiter. Sinon, vous pouvez toujours nous écrire, ça va nous faire plaisir de partager différentes ressources.
Et finalement, ce qui est vraiment important pour Fierté au Travail Canada, c'est l'engagement des communautés d'ES LGBTQIA+, et des responsables des RH et de la diversité, parce que c'est grâce à vous et avec vous qu'on est capable de faire du changement. Aujourd'hui, c'est vraiment important pour nous que vous participiez avec nous. Donc, on vous invite à partager vos pensées puis vos questions dans le clavardage. C'est aussi important de respecter la vie privée, la confidentialité de tous les renseignements personnels qui peuvent être partagés par nos magnifiques panélistes aujourd'hui ou par d'autres personnes participantes. Comme je l'ai dit plus tôt, vous avez le temps, allez avoir l'opportunité de pouvoir poser des questions à la fin. Si jamais on n'est pas en mesure de répondre aux questions, on va vous le dire, puis on vous invite à communiquer avec nous. On va tout faire pour pouvoir y répondre le plus explicitement possible. Prochaine diapo, s'il te plaît, Queen. Bon, ben en fait, j'arrive en retard, mais je me présente. Donc, mon nom est Cynthia. J'utilise le pronom elle, les accords féminins. Je suis conseillère spéciale Fierté au Travail Canada. Je suis accompagnée aujourd'hui de Ken et Steph qui vont vous présenter leur super expertise et présentation. Donc, Ken utilise le pronom il et directeur général à Coxida. Donc, Ken est formé en droit. Il a travaillé dans le secteur communautaire, jeunesse et le secteur VIH-Sida. Il participe activement à la recherche, surtout sur les projets concernant la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH et la prévention auprès des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Il détient des diplômes en relations industrielles, droit civil et droit commun de l'Université McGill et a été membre du barreau du Québec de 1991 à 2001. Quand il a démissionné pour dévouer toute son énergie à son travail de lutte contre le VIH-Sida, Ken a été diagnostiqué d'une infection VIH en stade avancé en 1997. Merci beaucoup d'être avec nous, Ken. Steph travaille pour la Société canadienne du sang. Elle a consacré sa carrière au développement communautaire et à l'engagement des parties prenantes. Depuis 25 ans au sein de la Société canadienne du sang, elle a dirigé des initiatives clés afin de s'assurer que les voix des personnes touchées par les décisions politiques et programmatiques étaient entendues et prises en compte de manière significative. Stéphanie est une membre active du groupe de ressources pour les employés, sensibilisation aux handicaps visibles et invisibles, et une praticienne de longue date de l'Association internationale pour la participation publique en respectant ses normes et ses principes. Donc, merci d'être avec nous, Steph. Pour commencer, c'est important de dire que la présentation d'aujourd'hui ne serait pas possible sans notre partenaire communautaire, la Société canadienne du sang, via le programme de microsubvention. Donc, ce programme a pour objectif d'accroître la sensibilisation aux mises à jour des critères d'éligibilité et des personnes à l'accès des communautés de LGBTQIA+. Le programme a reconnu qu'il manque grandement de ressources qui sont basées sur des preuves concernant le don de sang et de placement pour les personnes. Donc, c'est via cette micro-subvention-là qu'on est capable de faire la sensibilisation. On parle aussi des récentes mises à jour des critères, des donneurs qui améliorent l'inclusion. Et voilà. Donc, il est important, sachez également que les candidatures pour le deuxième tour sont ouvertes pour les organisations régionales. Donc, on vous invite à aller vous inscrire si vous le souhaitez. Comme il y a beaucoup de personnes qui résident avec nous au Québec, il est important de noter que la Société canadienne du sang est différente de EMA Québec. Donc, la SCS, Société canadienne du sang, travaille dans plusieurs provinces canadiennes, alors que EMA Québec s'occupe spécifiquement du Québec. Aujourd'hui, si tu peux changer, Queen, merci. Donc, les objectifs de notre journée, on veut vraiment comprendre, on veut que vous puissiez comprendre les critères d'éligibilité, actualisés pour le don du sang et de placement chez la Société canadienne du sang et également les impacts sur les communautés d'ES-LGBTQIA+. On veut en savoir plus sur les changements organisationnels qui ont été mis en œuvre pour favoriser une plus grande inclusion interne chez la société. On veut explorer comment la confiance peut être construite au sein des communautés marginalisées grâce à des changements politiques et à l'engagement communautaire. Et finalement, obtenir des idées sur la façon dont les organisations peuvent appliquer des stratégies similaires pour bâtir la confiance et favoriser des milieux de travail inclusifs. Pour la prochaine, s'il te plaît, Queen. Donc, vous voyez ici quelques dates. Je ne vais pas tout vous lire. Par contre, c'est vraiment important de comprendre qu'il y a une relation qui a été difficile. Évidemment, dans les années 80, comme vous savez, il y avait énormément de restrictions
pour les hommes qui avaient des relations sexuelles avec d'autres hommes. C'était pas possible pour ces personnes-là de donner du sang. Il y a eu de l'amélioration de 2013 à 2022. On a fait des petits pas, mais le plus gros pas a vraiment été en 2024 quand le Service canadien pour le sang a présenté ses excuses pour les préjudices qui ont été causés par l'interdiction de donner. Ces excuses sont venues également avec un engagement de poursuivre les efforts pour combler les lacunes restantes et continuer le dialogue et les relations avec les organisations communautaires. Et cet engagement-là transparaît vraiment par la participation de nos collègues aujourd'hui. Si tu peux passer à la prochaine, Quinn, s'il te plaît. Merci. Donc, on passe à une relation de guérison maintenant. Donc, la Société canadienne du sang a été le premier service de don de sang et de placement au monde à présenter des excuses accompagnées de mise à jour des critères. Donc, c'est vraiment important que ça soit reconnu parce que c'est un travail et une action qui est très importante. Dans ces excuses-là, il y a eu une reconnaissance des préjudices et il y a eu le développement d'un dialogue qui continue avec les partenaires. Donc, c'est vraiment important, puis c'est vraiment un travail unique. Il y a eu un investissement des employés et de l'engagement communautaire aussi par ce parcours-là. Et tout ça équivaut à une feuille de route à suivre pour d'autres organisations afin de reconstruire la confiance avec une communauté, de renforcer la mission et l'organisation à travers cette reconstruction-là. Donc, on espère vraiment que vous allez pouvoir vous inspirer de ce qui a été fait. Merci de m'avoir écouté. Je passe la parole à Ken de Coxida. Bonjour. Donc, Ken Monteith, je suis, comme Cynthia a dit, directeur général de la COXIDA, la Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida. Et je vous viens aujourd'hui de Tiohtià:ke, Montréal, euh, qui est sur le territoire non cédé et traditionnel de la nation Kanien'kehá:ka. Et je leur remercie de leur euh, d'accepter que je sois ici. Donc, diapo, s'il vous plaît. Euh, je vais commencer juste par dire que ma présentation va nécessairement être colorée par mes expériences personnelles et de mes connaissances aussi dans la communauté. Souvent, mes expériences portent sur des relations avec Emma Québec, mais qui travaillent vraiment de concert avec les services canadiens de sang. Euh, et je pense qu'ils collaborent étroitement. Donc, voilà l'évolution des règles. Donc, je pense qu'on a déjà vu ça aussi, mais pour nous, plusieurs étapes. L'exclusion à vie réduit à une interdiction sur 5 ans et ensuite une interdiction de 12 mois et une interdiction de 3 mois vers une transition vers des questionnaires non genrés, qui portent sur les comportements des personnes au lieu de leur identité. Ce qui était très important pour nous. Et je pense que euh, alors, tout ce progrès face à des pressions venant de la communauté, des gens qui voulaient vraiment participer et donner euh, donc au système de santé pour la santé de leurs compatriotes. Diapo, s'il vous plaît. Oups. Donc, mon animation ne fonctionne pas. Donc, voilà, sur une note personnelle, donc je suis assez âgé pour avoir donné mon sang 2 fois avant l'exclusion, mais avant que ma vie d'homme gay commence. Donc, j'ai été étudiant universitaire et j'avais donné dans le cadre de collecte de sang, d'activité de collecte de sang à l'Université McGill. Euh, donc, euh, quand j'ai appris l'exclusion, euh, c'est certain que, comme tout le monde, j'étais un peu offusqué que comment ça, on ne veut pas mon sang. Euh, et
je dois dire que ma réaction était bon. Donc, sachant aussi que je suis mon type, c'est O négatif, et donc c'est le plus en demande et le plus utile. Mais j'ai pensé que si vous ne voulez pas mon sang, j'ai quand même une attente que si j'en ai besoin, que vous aurez du sang pour moi. Bonne chance. Donc, c'était un peu ma réaction. Par contre, donc plus tard et sur réflexion, euh, en 97, j'ai été diagnostiqué avec une infection au VIH. Et en effet, j'avais un diagnostic tardif, voulant dire que mon système immunitaire était très épuisé et que ça faisait longtemps euh, que j'étais infecté. Donc, je projette que mon infection a eu lieu probablement autour de 81 ou 82. Donc, je réinterprète certaines questions de santé que j'avais à l'époque. Donc, qui a été après mes deux dons de sang. Et j'étais rassuré que en effet, l'exclusion m'a probablement empêché de transmettre le VIH via le système de sang. Et donc, comme ça, j'avais une attitude un peu plus nuancée vers l'exclusion que plusieurs dans notre communauté. Diapo, s'il vous plaît. Euh, c'est toujours intéressant. Donc, quand on fait face à une militance et une opposition de la communauté gay, on peut toujours attendre que la créativité règne. Donc, ici, une affiche qui faisait miroir à une campagne de recrutement de donateurs de Aime Québec à l'époque. Donc, une manche longue, une manche courte, et souvent, donc, on avait des photos de personnes avec le nombre de dons qu'ils ont donné. Et voici un couple gay qui a zéro don. Donc, c'était donc lié au site internet endtheban.ca qui présentait les argumentaires. Moi, j'ai toujours eu face à ça ma réflexion sur mon expérience personnelle et j'ai toujours demandé en tant que personne avec une formation en droit aussi, on a un droit à donner quelque chose. Donc, c'est toujours été un peu confus pour moi d'avoir c'est quoi le droit qui est lésé en ne pas pouvant donner gratuitement de soi-même. Par contre, je reconnais que il y a beaucoup d'activités de collecte de sang qui se passent dans les milieux de travail, dans différents endroits, et que ce serait une question d'égalité entre collègues dans une situation de travail. Quand on a une clinique de don de sang, pourquoi que vous ne participez pas? Donc, c'est ça que je comprends, comment que les gens se sentaient exclus et pourquoi que ça ferait mal à une personne qui, autrement, est collègue, donc avec tout le monde dans son milieu de travail, mais ne pouvait pas participer à une activité collective. Diapo, s'il vous plaît. Donc, là, on demande, donc, sur quelle base qu'on fait des exclusions? Et donc, la perception était, nous sommes exclus à cause de notre identité. Et ça ne fait pas de sens. Et on ne peut pas dire par notre identité qu'on est plus à risque que d'autres personnes. C'est surtout les comportements. On peut questionner. Donc, c'est pas les identités qui règnent là, les comportements qui le font. Donc, on peut penser encore. Clic. Voilà. Mais certains questionnements. Je pouvais comprendre dans ma situation que
c'était le scandale de sang était très coûteuse pour la Croix-Rouge, pour le gouvernement, pour différentes entités que je pouvais comprendre qu'on faisait des jeux de statistiques. Donc, on comptait sur les statistiques et on excluait des populations qui pourraient avoir un risque de transmettre basé sur qui ils étaient. On ne demandait pas, par exemple, à des personnes qui ont vécu au Royaume-Uni pendant une certaine période, est-ce qu'ils étaient végétariens? Euh, en excluant des gens pour le risque de transmission de Creutzfeldt-Jakob disease. Donc, euh, c'était pour moi un peu compréhensible, mais quand même, c'est difficile d'accepter qu'on soit exclu à cause de l'identité, alors que des personnes qui avaient peut-être des comportements euh, aussi ou plus à risque de certains membres de notre communauté soient acceptés. Donc, diapo, s'il vous plaît. On a fait au Québec, on a fait avec l'UQAM, nous avons participé à ce projet et donc j'ai présenté cet aspect des résultats du projet, mais on a exploré l'acceptabilité d'inclusion des hommes gays, bisexuels ayant des relations sexuelles avec des hommes au don de sang au Québec. Et on demandait les résultats ici, c'est le point de vue des donneurs et des donneuses actuelles. Euh, J'explique un peu, sur une échelle de 1 à 7, on demandait à différentes, aux participants, euh, est-ce qu'ils acceptaient donc le cognitif, l'idée que est-ce qu'ils acceptaient le concept que les hommes, j'ai bien ça, soient inclus et comme quelle était leur réaction affective, donc leur réaction émotionnelle par rapport à ça. Et donc, voici, on peut voir différentes euh, euh, juxtapositions. Et donc, premièrement, les gens, les donateurs, donateuses, donneuses la diversité sexuelle versus les donneurs, donneuses cisgenres ou hétérosexuels. Donc, et on peut voir que oui, diversité sexuelle est un peu plus haut sur le niveau d'acceptation, mais je dois souligner que l'autre population cisgenre et hétérosexuelle est pas si bas. Et donc, le niveau d'acceptabilité était très élevé pour eux aussi. Euh, pour les gens de 50 ans et moins versus 50 ans et plus, c'est semblable. Donc, c'est vraiment le niveau d'acceptabilité euh, était vraiment semblable et très élevé. Les personnes qui connaissaient deux ou plus personnes de la diversité sexuelle et de genre versus les personnes qui connaissaient zéro ou une personne de la diversité sexuelle et genre. Et on voit encore que les résultats sont très semblables. Et ce qui m'a étonné le plus, probablement, euh, c'est vraiment tout près l'un avec l'autre. Comparaison grand centre urbain versus banlieue et rural, où il y avait pas de différence significative du tout entre le niveau d'acceptabilité et c'était très élevé. Donc, c'est très rassurant pour moi que notre communauté soit si acceptée par les gens qui étaient sur le point de devoir répondre aux mêmes questions de comportement que nous. Donc, c'était intéressant pour moi. Diapo, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça donne en pratique? Donc, est-ce qu'il y a plus de donateurs GBRSA? Et là, quand j'ai présenté les résultats
du diapo avant, à une conférence ici portant sur les recherches auprès des hommes gays. Le résultat que j'avais, j'ai posé la question à la foule, est-ce que les changements font en sorte que vous êtes maintenant capable ou accepté pour donner du sang? Sur un niveau pratique, exclusion quand même de 3 mois pour les personnes qui ont un nouveau partenaire ou qui ont eu plus d'un partenaire. Euh, il n'y avait pas grand monde dans la salle qui pouvait donner, euh, donc dans la communauté. Il faut reconnaître que dans notre communauté, il y a une grosse fréquence de relations qui sont hors les normes sociétaux de relations stables et exclusives entre deux personnes. Donc, c'est plus fréquent d'avoir différentes configurations de relations et ça ne va pas nécessairement mener à beaucoup plus de participation par les donateurs chez BRSA, mais certains, oui. Euh, et on- mais en même temps, je pense que la réaction est toujours que au moins on est traité de la même manière que tout le monde. Donc, et c'est ce qui est important. Et la question pratique aussi, que euh, si on prend après, on n'est pas supposé de donner. Donc, il faut arrêter la PrEP. Donc, si c'est oral, un certain nombre, je n'ai pas le chiffre devant moi, mais je pense que c'est 2 mois avant de donner. Et si c'est une PrEP injectable, je pense que c'est plutôt comme 2 ans avant de pouvoir donner. Et ça, pour moi, je comprends qu'on ne veut pas qu'un médicament soit dans le sang qu'on donne. Euh, J'imagine que ça s'applique à plusieurs médicaments et non seulement le train, mais le message c'est un message étrange pour les hommes gays que on a toujours été, donc on était au début exclus à cause du risque du VIH, mais aujourd'hui, pour donner, on demande d'arrêter de faire la chose qui, euh, qui protège de l'infection au VIH afin de pouvoir donner du sang. Donc, c'est un peu un non-sens et peut-être un peu plus d'efforts à expliquer euh, autour des médicaments et d'autres médicaments aussi, et non pas seulement la PrEP. Ce serait important de souligner que c'est ça la question et non pas uniquement la PrEP, mais la concentration de médicaments qui peuvent être dans le sang. Diapo, s'il vous plaît. L'autre chose pour moi, donc, c'est vraiment le niveau émotionnel. Et comme je souligne, l'importance pour la diversité de notre communauté, c'est qu'on soit traité de la même manière que d'autres personnes. Et donc, nous sommes de multiples communautés et une communauté très diverse et très ouverte vers les autres membres de notre communauté. Et si on peut cliquer, la chose la plus importante pour nous, c'est d'être traité de façon égale. C'est un diapo, c'est un clic. Voilà. Donc, j'ai prêté le drapeau du mouvement de l'organisme américain qui lutte pour l'égalité, mais je pense que c'est ça qui compte le plus pour notre communauté. Et je suis content d'être arrivé à une situation où on évalue euh, l'admissibilité au don de sang sur la base de comportement et non pas d'identité. Et c'est ça pour moi. Merci. Merci beaucoup, Ken. C'était vraiment intéressant. Merci aussi d'avoir partagé votre expérience personnelle. Maintenant, c'est au tour de Steph pour la Société canadienne du sang. Merci beaucoup, Cynthia, et merci beaucoup, Ken. Moi, ce que je vais
j'aimerais partager avec vous aujourd'hui les leçons tirées de la Société canadienne du sang pour l'inclusion en milieu de travail. Je suis, comme Cynthia avait dit, avec la Société canadienne du sang depuis 26 ans. Alors, j'ai participé, pas de près souvent, mais les projets pour avancer les critères pour les donneurs et aussi euh, pour, euh, pour inclure la communauté de SLGBTQIA+. J'ai partagé beaucoup sur les projets d'inclusion. Et j'aimerais juste faire part un petit peu de l'historique et d'où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Mais au tout début, prochain diapo, s'il vous plaît. J'aimerais offrir une reconnaissance du territoire. Alors, je travaille, je me divertis à Ottawa, en Ontario, au Canada. Ottawa est situé sur le territoire non cédé et non abandonné des Iroquois, du Saint-Laurent, des Anishinaabe, des Mohawks et des Algonquins. Sur l'écran, vous pouvez voir une œuvre intitulée Hope Paddle, le paget de l'espoir, qui a été offerte à la Société canadienne du sang par le regretté Timosintoot, Charles Elliott. Charles Elliott était un aîné, gardien du savoir traditionnel et artiste des Salish de la côte appartenant à la Première Nation Turtslip du sud de l'île de Vancouver. Alors, nous reconnaissons que le travail de la Société canadienne du sang s'étend sur plusieurs territoires et régions visés par des traités. Nous sommes reconnaissants aux aînés et aux gardiens du savoir traditionnel qui nous ont guidés dans cette importante démarche, et nous reconnaissons la terre et les eaux à la source de notre inspiration et offrons notre gratitude aux peuples autochtones sur les territoires desquels nous travaillons, vivons et jouons. Prochain diapo. Alors, j'aimerais premièrement remercier beaucoup Fierté au Travail Canada de nous offrir l'occasion de faire connaître nos efforts continus pour rétablir la confiance avec les communautés de SLGBTQIA+. Et merci beaucoup à tous ceux qui se sont connectés pour participer aujourd'hui. Je m'appelle Steph et j'utilise le prénom elle. Prochain diapo. Alors, aujourd'hui, j'ai pour objectif, dans la présentation, de parler de l'histoire et des critères d'admissibilité actualisés des donneurs de sang et de plasma à la Société canadienne du sang et leur impact sur les communautés de SLGBTQIA+. J'aimerais remercier Ken pour sa présentation et pour offrir la perspective de quelqu'un qui est passé à travers ça et plus son histoire personnelle. Merci beaucoup, Ken, pour avoir partagé ceci. Je vais également parler des changements organisationnels mis en œuvre pour favoriser une plus grande inclusion à l'interne et à l'externe de la Société canadienne du sang. Je vous expliquerai ensuite comment nous nous efforçons d'établir la confiance et de rétablir les relations avec les communautés de SLGBTQIA+, par le biais de changements de politique et d'un engagement communautaire constructif. Alors, nous sommes ravis de pouvoir partager nos expériences avec vous aujourd'hui et nous sommes reconnaissantes envers tous ceux qui se sont engagés et continuent de prendre part à cet important travail avec nous. Prochain diapo. Merci. Alors, juste pour offrir un peu de contexte concernant les critères et l'évolution des critères pour les donneurs. Alors, je souhaite tout d'abord vous donner un peu de contexte et un historique de l'évolution des critères d'admissibilité. Comme vous le savez, pendant plus de 40 ans, les politiques de dons au Canada ont eu un impact sur les hommes homosexuels, bisexuels, sur les personnes queer et trans et sur les personnes de diverses identités de genre. Les hommes gays, bisexuels, queer et autres hommes sexuellement actifs ayant des rapports sexuels avec des hommes, ainsi que certaines personnes trans ne pouvaient pas donner du sang. Au fil des années, les critères basés sur le temps qui affectaient ces donneurs qui ont été réduits, passant d'une exclusion à vie
à un délai de 5 ans, puis d'1 an, et enfin de 3 mois à compter du dernier rapport sexuel. Cependant, malgré ces changements, cela signifiait toujours que les hommes attirés par les hommes et certaines personnes trans ne pouvaient donner du sang que s'ils s'abstenaient de toute activité sexuelle pendant une période définie. Alors, les donneurs trans et de diverses identités de genre étaient également interrogés sur la chirurgie d'affirmation de genre des parties génitales inférieures. Ils pouvaient être enregistrés dans leur genre s'ils avaient subi une intervention chirurgicale, mais étaient enregistrés dans le sexe qui leur avait été attribué à la naissance s'ils ne l'avaient pas fait. Cela était bien sûr préjudicial et douloureux pour ces donneurs. Pendant cette période, l'activisme et la promotion du changement ont été très présents, tant qu'au sein de la Société canadienne du sang qu'à l'extérieur, notamment par l'organisation des campagnes par des organisations d'ESLGBTQIA+, et l'intermédiaire de notre, par des organisations d'ESLGBTQIA+, et par des pressions internes en faveur du changement, en particulier par des employés queer et trans, par l'intermédiaire de notre GRE d'ESLGBTQIA+. Cela surprend, je m'excuse juste un moment. Merci. Cela surprend certains membres des communautés d'ESLGBTQIA+, que nous ayons des employés d'ESLGBTQIA+. À plus forte raison, suffisamment pour former un GRE ou ERG, Employee Resource Group. Mais depuis 7 ans, nous avons un GRE d'ESLGBTQIA+, et des alliés. Au début du GRI, c'était un endroit où nous pouvions aider notre personnel à gérer les sentiments contradictoires, je m'excuse, contradictoires que suscite le fait de travailler dans une organisation qui fait de grandes choses pour les patients, tout en ayant des politiques de dons qui créaient des inégalités pour ces communautés. Alors, notre GRI a été une source de mobilisation interne importante pour continuer à faire évoluer les critères de dons afin qu'ils soient plus inclusifs. Alors, ces dernières années, les membres de notre GRE ont participé à une grande partie du travail visant à faire avancer les changements de critères, ainsi qu'à une partie des efforts de réparation et de reconstruction des relations, et je décrirai dans les diapositives suivantes. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, en 2022, les questions qui excluaient spécifiquement les hommes homosexuels, bisexuels, queer et autres hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes qui ont été supprimées. Tous les donneurs, quel que soit leur sexe, se voient désormais poser les mêmes questions sur leur nouveau comportement sexuel récent. Prochain diapo, s'il vous plaît. Les donneurs qui ont eu le même partenaire pendant plus de 3 mois peuvent donner leur sang, quel que soit leur sexe. Les donneurs ayant plusieurs partenaires actifs, ayant eu des relations anales avec l'un ou plusieurs de leurs partenaires au cours de 3 derniers mois sont priés d'attendre 3 mois après leur dernière relation anale avant de donner leur sang. Prochain diapo. Alors, qu'est-ce qui a changé relativement aux critères de sélection basés sur les pratiques sexuelles et que devons-nous faire de plus?
Alors, les donneurs trans et de diverses identités de genre ne sont plus interrogés pour les chirurgies d'affirmation de genre et les donneurs trans ayant un genre binaire ne sont plus inscrits dans le sexe qui leur a été attribué à la naissance s'ils n'ont pas subi de chirurgie. Alors, les donneurs trans ayant un genre binaire, homme ou femme, peuvent s'inscrire en fonction de leur genre. Bien sûr qu'ils agissent de changements importants, il reste encore des obstacles à surmonter pour les donneurs trans et de diverses identités de genre. Malheureusement, en raison des limites du logiciel binaire que nous utilisons, les donneurs sont encore obligés de s'inscrire en tant qu'hommes ou femmes. Nous sommes conscients que cette situation n'est pas idéale pour les personnes non binaires et autres personnes dont le sexe n'est ni masculin ni féminin. Nous travaillons en consultation avec les membres de la communauté trans ainsi qu'avec l'administrateur du système informatique afin d'inclure les genres qui ne s'inscrivent pas dans le binaire homme-femme et d'améliorer le processus de sélection pour ces donneurs. Nous reconnaissons l'importance et l'urgence d'améliorer l'expérience de don pour les personnes trans, non-binaires, bispirituelles et de diverses identités de genre. Et nous travaillons activement à la mise en place de modifications à court et à long terme des pratiques d'inscription et d'admissibilité actuelles, de concert avec les communautés. Ces efforts comprennent également des mesures visant à garantir que le nom choisi par les donneurs, lorsqu'il est différent du nom légal, puisse être enregistré et utilisé pendant le processus de don. Alors, Ken avait aussi présenté un peu sur le PrEP, le PPRI. Alors, qu'en est-il de la PrEP? La PPRI ou prophylaxie pré-exposition est une combinaison de traitements médicamenteux très efficaces pour la prévention du VIH et son utilisation est recommandée pour maintenir la santé sexuelle. Mais pour le moment, les personnes qui prennent ce type de traitement prophylactique ne sont pas autorisées à faire un don dans les 4 mois suivant la dernière prise de médicaments. Le problème actuel auquel sont confrontés les organismes de collecte de sang, c'est que les médicaments utilisés pour le PPRI affectent la capacité des tests à détecter de faibles niveaux de VIH. Alors ça, c'est vraiment le point concernant tout ceci. La Société canadienne de sang doit pouvoir se fier à ces tests de dépistage du VIH qui font partie de l'approche multicouche utilisée pour protéger les patients. Nous travaillons actuellement avec des experts externes sur ces tests de dépistage du VIH pour mieux comprendre l'incidence des antirétroviraux sur les tests et déterminer comment réduire au minimum la durée d'attente pour les personnes prenant un traitement PPRI. Prochain diapo. Merci. Bon, alors je vais parler un petit peu de qu'est-ce que la Société canadienne du sang a fait dernièrement et nos plans dans le futur de réétablir la confiance avec les communautés d'ESLGBTQIA+. Alors, les communautés qui ont collaboré avec nous ont dit que les changements apportés à la sélection des donneurs étaient appréciés. Modifier les critères de sélection ne suffisait toujours pas à les inciter à s'engager ou à se réengager avec nous.
Nous devions d'abord rétablir la confiance et les relations avec ces communautés. Alors, nous avons commencé à travailler avec Faye Johnston de Wisdom to Action, un cabinet de conseil détenu par des personnes queer. Alors, Faye nous a aidés à diriger l'élaboration d'une stratégie de réengagement, de relations et de renforcement de la confiance qui visait à donner aux communautés les moyens de définir un ensemble d'actions permettant à la Société canadienne du sang de rétablir cette confiance. Dans le cadre de ce travail, nous avons créé un comité consultatif d'ESLGBTQIA+, composé de membres d'organisations civiles externes, telles que des organisations de santé pour les hommes homosexuels et des organisations de recherche et de défense des droits des personnes séropositives. Également, des organisations qui desservent les personnes africaines, noires et caribéennes, les personnes trans et de genres divers, et les organisations de jeunes d'ESLGBTQIA+. Tous les membres de notre comité consultatif ne souhaitent toujours pas être nommés publiquement, mais plusieurs d'entre eux étaient sur scène pour faire part de leurs remarques aux côtés de la Société canadienne du sang, alors que notre chef de direction a présenté des excuses aux communautés de SLGBTQIA+. Parmi les intervenants figuraient Michael Quagg du Centre de recherche communautaire CBRC, Debbie Owosu-Akia, anciennement du Centre canadien de la diversité des genres et de la sexualité, et Toby Whitfield, ancien directeur général de Fierté dans la capitale et membre du conseil d'administration de Fierté Canada Pride. Je vous en dirai plus sur les excuses dans les prochaines diapositives suivantes. Prochain diapo. Pardon. Alors, nous avons lancé dans des conversations communautaires et Terry, qui est ici avec nous aujourd'hui, elle pourrait en dire plus dans un instant. Nous avons également participé activement à des discussions communautaires avec le soutien des comités consultatifs. Nous avons eu des conversations avec les dirigeants des organisations locales de la fierté à travers le pays lors de la conférence de Fierté Canada Pride au cours des 3 dernières années. Nous avons aussi participé à plusieurs événements. Je vois que le temps nous dépasse, alors je vais passer à la prochaine diapo. Bon, et ce que j'aimerais partager, c'est le 10 mai 2004, le chef de la direction, Graham Sher, a présenté des excuses officielles au comité d'ESLGBTQIA+, au nom de l'équipe de direction et du conseil d'administration de la Société canadienne du sang. Et nous offrons un code où vous pouvez visionner une vidéo qui va vous offrir un peu sur ceci. Les excuses ont vraiment approfondi nos interactions avec les communautés d'ESLGBTQIA+, pendant la saison de la fierté l'année dernière. Grâce à ces excuses, nous avons pu participer à plusieurs grands festivals de la fierté et nous avons eu de fantastiques conversations avec la communauté. Nous avons également été invités pour la toute première fois à défiler dans le cadre de la fierté dans la capitale à Ottawa. Prochain diapo. Alors, j'avais une courte vidéo que j'aurais aimé partager avec vous, mais ceci va être compris dans le vidéo YouTube qui va être, partagé avec vous. Prochain diapo. Alors, juste pour faire en sorte, le webinaire aujourd'hui qui a été conçu dans le cadre de ce programme, nous sommes reconnaissants de partenariats
euh, qui ont été fantastiques pour nous avec les organisations de SLGBTQIA+. Et nous sommes ravis et extremely thankful for these partnerships. Prochain diapo. Alors, j'aurais aimé partager aussi toutes les prochaines étapes, mais peut-être la prochaine fois, peut-être une autre occasion. Mais juste pour dire que nous planifions toujours à participer dans je pense, c'est 11 festivals Pride cet été. Et nous sommes prêts pour les questions si vous en avez pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Steph. C'est vraiment apprécié. Donc, j'allais vous proposer d'aller aux questions et réponses. Déjà, une première question. Donc, je vous la lis tout de suite. On n'aura malheureusement pas beaucoup de temps pour toutes les questions, mais comme on a dit précédemment, n'hésitez pas à rejoindre Ken ou Steph ou à nous écrire. Ça va nous faire plaisir. Donc, la première question. Comment êtes-vous arrivé à votre ligne directrice qu'il faut attendre 1 an après avoir eu une relation sexuelle avec quelqu'un avec le VIH? Est-ce que vous pouvez clarifier si c'est n'importe qui vivant avec le VIH, incluant celles qui sont indétectables? Je vais passer la question à Terry. Terry, do you want me to translate the question? Yes. Yeah, please. Thank you. Yeah, of course. So the person wants to know what made the CBS decide that you need to wait a year after having a relationship or a physical relationship with someone that had HIV? Can you clarify? Is it anyone who has HIV? Does it include the people that are not detectable? Yeah, that's a great question. So there's some context that I actually don't have currently. So if it's possible to get the name of the person and their contact details, I can give a more fulsome, because I just want to make sure that I capture our criteria at Canadian Blood Services correctly. So perhaps that might be the best outcome, and then I can respond in French as well. Perfect, thank you. Donc, ce que Terry disait, c'est qu'elle préférait répondre directement par courriel pour qu'elle puisse avoir plus d'informations puis détailler vraiment sa réponse. Je veux juste vous mentionner, je ne sais pas qui pose la question parce que ça dit que c'est anonyme, donc on vous invite à nous écrire directement puis on va pouvoir vous mettre en contact avec Terry pour avoir la réponse à votre question. Je vais passer directement aux prochaines diapos. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Je vais pouvoir revenir. Mais si, Quinn, tu peux passer à la prochaine. Donc, on a quelques ressources à vous indiquer. Évidemment, comme le temps file, je ne vais pas toutes les passer en détail. Mais la première qui est très importante, c'est l'événement Spark, donc le 30 avril prochain à Toronto. Donc, on vous invite. Quinn devrait vous partager le lien pour l'inscription directement via le chat. Ça va me faire plaisir de vous rencontrer, de discuter avec vous lors de cet événement-là. Quinn, tu peux passer à la prochaine, s'il te plaît. Pauvre Quinn. Quinn est très efficace, passe toutes les diapos. Merci beaucoup. Donc, il y a plusieurs événements à venir. On va vous envoyer toutes les diapos par PDF et je ne sais pas si vous voyez bien, mais les événements sont déjà soulignés. Donc, les liens pour vous inscrire sont déjà à l'intérieur. Donc, ça va être vraiment plus facile pour vous. Il n'y a pas de prochain webinaire prévu en français encore, mais ça ne serait pas tardé. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des idées ou si vous voulez partager d'autres webinaires. On est là aussi pour vous. Quinn, si tu peux changer. Merci. Donc, évidemment, d'autres ressources immédiates très importantes, Interligne en français, si vous avez besoin d'aide ou de support, Interligne très efficace. Évidemment, si vous avez besoin d'aide en anglais, il y a plusieurs ressources qui sont disponibles pour vous. Des ressources aussi spécifiques pour les personnes bispirituelles.
Et évidemment, on a plein d'autres ressources pertinentes, comme je disais tout d'abord. On a le rapport que vous voyez sur le côté et encore une fois, dans le PDF, vous allez avoir les liens de toutes les ressources qui sont pertinentes directement dans le document. Donc, vous allez pouvoir feuilleter tout ça. Donc, voilà. La prochaine, s'il te plaît, Quinn. Finalement, on a un sondage de rétroaction qu'on aimerait avoir votre avis. Quinn va mettre le lien dans le chat directement. Donc, si vous pouvez prendre juste une petite minute ou deux pour répondre au sondage, ce serait très apprécié. Donc, on veut avoir vos commentaires sur la présentation d'aujourd'hui. Et finalement, voilà, merci Quinn. Donc, si vous avez des questions suivies, n'hésitez pas à contacter Quinn qui a été d'une aide extraordinaire aujourd'hui. On remercie aussi toutes les personnes qui se sont jointes à nous. Ken, Terry et Steph également. Merci d'avoir pris le temps de faire ces présentations-là. C'est vraiment très apprécié. On reconnaît également tout le travail qui a été fait par vos organisations en vue d'être de plus en plus inclusive et c'est vraiment apprécié de travailler avec les communautés également. Ça démontre vraiment que c'est comme ça qu'il faut faire les choses, là, finalement, voilà, avec les communautés. Finalement, on vous invite également, si vous êtes fiers partenaires, à participer au Pearl Pride dans vos régions dans les prochaines semaines et les prochains mois. Évidemment, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez d'autres questions qui n'ont pas été reconnues ou n'ont pas été posées encore par manque de temps. N'hésitez pas, on est vraiment là pour répondre à vos questions et tout. Donc, merci encore une fois, Steph et Ken, de vos présentations et de vos partages. C'est très, très apprécié. Donc, on vous dit à bientôt et à une prochaine.